Je me permets de prendre ces précautions, certes oratoires, mais qui sont aujourd'hui, semble-t-il, nécessaires. Et comme on vient de nous parler de mon nouveau visionnaire qui serait ceux de demain, anticipons-les au cas où notre liberté d'expression venait à être réduite. Je vais vous parler de ce sujet, faut-il être gentil ou méchant, à la fois avec ma casquette de spécialiste de l'épistémologie, philosophie de la connaissance, et puis surtout d'avocat, en me posant la question de savoir ce qu'il faut faire quand on est dans le monde du droit. Est-ce que il faut être gentil ou méchant? On revient bien sûr à ces questions morales. Alors, dans un premier temps, je voudrais parler de la relation que je peux avoir avec mes propres clients. Mais avec mes clients, c'est facile parce que de toute façon, il est clair qu'on est méchant. Donc la question se pose pas en fait. D'ailleurs, elle se pose assez peu pour les avocats, puisque autant nous on peut se demander si on est gentil ou méchant, mais globalement la société sait que nous sommes méchants. Donc, tout à l'heure, je suis aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'épistémologie en général et donc aux sciences. Et aujourd'hui, je vais parler plutôt du cadre juridique. L'idée, c'est que comme on a des regards croisés sur aujourd'hui la désobéissance, eh bien moi, je vais présenter un petit peu un regard du côté du droit. Alors, on s'était mis d'accord pour que je présente quelques anecdotes autour peut-être des magistrats ou des avocats. Et puis finalement, j'ai changé d'idée. J'ai désobéi. Et je me suis dit que finalement, ça vaudrait peut-être la peine de préciser, rappeler quel est le cadre dans lequel s'inscrit institutionnellement la désobéissance. Alors, sans aucune exhaustivité, on a bien sûr le pouvoir hiérarchique, qui est un pouvoir direct sur les hommes, et la relation de travail est dans un cadre de pouvoir hiérarchique. On a le pouvoir sur les choses. Et le pouvoir sur les choses dans une entreprise, ça peut s'exercer par exemple comme étant le patron de la gestion des fournitures. Vous n'aurez pas de stylo, je ne passerai pas les commandes, vous les aurez le 15 janvier, ou en tout cas vous les aurez le 1er octobre, vous n'avez qu'à acheter vous-même vos stylos pour les enfants. Donc l'exercice du pouvoir, ce n'est pas que le chef d'entreprise, ça peut se situer à chaque niveau, comme tu le disais tout à l'heure, on a aussi des petits chefs qui peuvent avoir un pouvoir. Et les modalités de ce pouvoir peuvent être dans une zone qui peut atteindre un certain nombre d'excès. Et quand on est dans ces excès, on peut aller jusqu'à des situations qui sont pathologiques. Alors je vais essayer de donner des éléments de description pour voir comment le juge va appréhender ces questions, sans, si c'est possible, que les entreprises auxquelles je peux penser, qui sont absolument pas celles dont je veux parler, pourraient devenir identifiables. Dit autrement, tout lien avec des réalités éventuelles serait pure supputation, et toutes ces choses-là sont strictement romanesques, comme ça a été expliqué tout à l'heure, philosophiques, et n'ont aucun lien avec aucune réalité qu'on pourrait imaginer ou soupçonner. Mais que sont donc les visionnaires dont on nous parle? Le terme est positif, visionnaire. Il rime avec débonnaire. Donc, pourquoi faudrait-il les pendre? Alors, sont visionnaires ceux qui voient autrement que la norme. Mais nous voyons tous les choses différemment les uns des autres. Il faudrait donc tous nous pendre. Ce n'est donc pas comme cela qu'il faut comprendre la proposition. Je ne fais pas partie, je ne suis pas favorable au suicide collectif, et surtout s'il a un impact sur ma personne. On ne peut pas attribuer au hasard l'absence de nom de mathématicienne en classe de seconde ou l'existence d'un unique nom de mathématicienne et seulement en classe de terminale pour l'enseignement optionnel de mathématiques expertes. Peut-on seulement considérer comme fortuit et malheureux le fait que lors des épreuves du CAPES de mathématiques 2021, une erreur a été commise attribuant à Pierre Curie seul le terme de radioactivité, sans aucune mention du rôle de Marie Sklodowska-Curie, double prix Nobel de physique et de chimie et à tout le moins co-inventrice de ce terme. C'est bien donc dans cette classe de seconde pour laquelle aucune mathématicienne n'est présentée que les intentions majeures sont celles de l'orientation dans la formation et l'insertion professionnelle. Il est difficile de dire plus explicitement aux filles ce que l'on attend naturellement d'elles, sans heurter de front les principes de la République française.
il est difficile de former, d'éduquer au numérique sans former en même temps à ces transformations. Et former à ces transformations, ça veut dire le former en situation. Les outils numériques font que nos institutions se transforment en profondeur, et la représentation qu'on s'en fait ne peut plus être portée exactement par les mots qu'on utilisait habituellement. Alors c'est compliqué parce qu'on ne peut pas utiliser. On utilise quand même les mêmes mots. Donc on va parler quand même de bibliothèque. Pourtant, c'est plus exactement les mêmes lieux. En sociologie, et j'ai utilisé comme terme volontairement un peu provocateur, puisque c'est un terme anglo-saxon, le terme de disruption, terme anglo-saxon qui en fait vient au départ de nos termes, notamment français. C'est une innovation de rupture possible pour les usages. Mais en termes de technologie, c'est une innovation de rupture de manière claire, puisque on a en sociologie d'innovation là aussi une summa divisio entre deux grandes familles d'innovation. Les innovations qu'on appelle incrémentales, c'est typiquement ce qui s'est passé pour l'appareil photographique pendant une quinzaine d'années, où on avait des versions successives d'une innovation particulière, mais qui se modifiait progressivement. Et on a des innovations qu'on appelle de rupture. En l'occurrence, l'innovation de la blockchain est une innovation de rupture, même si elle s'est étalée au plan technologique sur une durée longue. Donc, du point de vue de l'innovation technologique, c'est une innovation de rupture. Je voulais revenir sur ces questions où je pense qu'il faut franchir l'obstacle de la technophobie naturelle que l'on a souvent et oser dire qu'on peut former tous les enfants beaucoup plus loin dans les technos que ce qu'on imagine, avec des usages qui sont accessibles à tous, mais avec les modalités de l'atelier, du faire-faire, enfin toutes les choses qu'on a évoquées tout à l'heure, qui ont été présentées sur beaucoup d'exemples, et qui ne sont pas naturelles dans notre système éducatif. Ce qui pose aussi la question de savoir comment on va faire pour, enfin je l'ai presque posé tout à l'heure, mais qui va le faire, comment on va faire en sorte que, au moins sur certains temps, ces enseignements vont avoir lieu. Fulgurance. Et avec le mot fulgurance de l'apprenant, on est d'une part du côté des usages, c'est-à-dire qu'effectivement les utilisateurs, dans certains cas, y compris sur des choses très technologiques, y compris pour des technophobes, on voit qu'il y a des acquisitions de compétences, une éducation au numérique en allant finalement assez loin à l'intérieur du moteur, si vous voulez, c'est sous le capot. Et donc je pense qu'il est important qu'on ose aller dans une éducation numérique vers l'intérieur du capot. De toute façon, la volonté des scientifiques dans ces questions-là, c'est d'avoir des machines qui vont avoir beaucoup plus de fonctionnalités que simplement la fonctionnalité de résolution des jeux. C'est avoir des machines qui se réparent elles-mêmes, avoir des programmes qui se programment eux-mêmes, etc. Voilà, donc, quand on pense qu'il y a un débat, j'ai presque envie de dire non, il n'y a pas de débat. Les scientifiques qui sont sérieusement sur ces questions, ils veulent aller là, dans cette direction, et ils iront. Évidemment, je m'oppose à la mort, par pendaison ou autre, de toutes les autres visionnaires, les visionnaires animaux. On en a peu parlé. Les chats, les chauves-souris, tous les nyctalopes qui voient effectivement autrement. Et par extension, j'ai évidemment la même position s'agissant du règne végétal. Pourquoi se limiter aux animaux? Mais alors, que devons-nous faire des nouveaux visionnaires qui ne sont ni animaux, ni végétaux, les visionnaires siliconés dont on nous parle au quotidien? Oui, ce sont ces intelligences artificielles, c'est-à-dire, parce que c'est bien dans le cadre de la vision, si vous avez noté, que se sont développés, que l'on parle aujourd'hui, se sont révélés ces nouveaux visionnaires. Les travaux de Yann Lequin, lorsque en 2016 ils sont devenus de portée mondiale, c'est bien parce qu'on travaillait sur ImageNet, sur les bases de données d'images. C'est bien dans le cadre de l'image que se sont développés ces nouveaux visionnaires que sont les intelligences artificielles. Ça a été évoqué, abordé tout à l'heure. Elles semblent favorables et utiles. Déjà, elles voient mieux certains cancers que les médecins. Elles sont bien visionnaires, elles sont bien voyantes. Mais celle-ci, cette IA, qui voit mieux
les cancers et donc qui nous est collectivement bénéfique est limitée. Elle ne peut pas en même temps et seule dire, par exemple, puisqu'on est dans le domaine, disons, médical, mon affection pour mes proches. Et ce n'est pas pour demain. Faudrait-il une IA de toutes les IA ? Alors vous avez entendu, hein, je prends un point de vue internaliste, c'est-à-dire que j'explicite de l'intérieur un monde que je connais bien. Ça ne veut pas dire que je prends une position où je l'approuve. J'explique ce que moi je comprends de ce monde dans lequel je navigue. Ça fait qu'il y a une question, puisque j'aime bien terminer par des questions. Est-ce qu'on crée une discipline ? Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation.